on arrive à avoir aussi des adolescents qui montent jusqu'à 90 heures, voire 100 heures par semaine. C'est-à-dire que le temps passé devant l'écran est leur activité principale de la semaine. Devant le sommeil, devant l'école, devant la vie familiale, la vie amicale. Le président de la République et son gouvernement veulent interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée 2026. Je pense que juste les parents, ils devraient faire plus attention, vérifier les téléphones de leurs enfants. Je suis très active sur le téléphone, je fais environ 8 heures, 7 heures. On voit des jeunes filles qui vont se prendre en photo des dizaines de fois et à partir du moment où elles effacent ces photos, l'algorithme les détecte comme vulnérables, comme personnes n'ayant pas confiance en elles. Et à partir de là, arrive un contenu qui est extrêmement pernicieux puisque il va les pousser à modifier l'image qu'elles ont d'elles. Bonjour Anélia Roure. Bonjour François-Xavier Ménage. On est dans votre cabinet ici, c'est là que vous faites des consultations tous les jours. Beaucoup d'adolescents qui viennent vous voir parce que le portable les abîme. Les réseaux sociaux abîment ces patients qui viennent vous voir, qui sont très jeunes. Moi j'avais eu la chance de venir vous rencontrer dans un précédent tournage et ce que vous m'avez dit sur les dommages des téléphones portables mérite un podcast entier. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses. Et je voudrais peut-être commencer par un exemple très concret. Parce que quand on s'est vu la première fois, vous m'avez dit que vous avez des enfants, quand il y a les premières consultations, vous leur demandez combien de temps ils passent chaque semaine avec leur téléphone portable, les chiffres que vous allez nous dire, et ça c'est du concret, c'est du terrain, ils sont alarmants. Expliquez-nous. Oui, alors moi, en effet, je travaille depuis 15 ans en pédopsychiatrie. Je reçois, je dirais, une 50aine d'adolescents par semaine. Et j'ai commencé depuis maintenant plusieurs années à regarder le chiffre de consommation par semaine en heures d'écran. Comme on peut quantifier une autre consommation de produits, la cigarette ou autre chose. Et les adolescents montrent très volontiers leur consommation d'écran et ils sont souvent les premiers choqués en découvrant le nombre d'heures passées par semaine. En moyenne, on est autour de 50 heures pour un adolescent lambda, mais on arrive à avoir aussi des adolescents, moi c'est ce que je vois de temps en temps, qui montent jusqu'à 90 heures, voire 100 heures par semaine. C'est-à-dire que le temps passé devant l'écran est leur activité principale de la semaine. Devant le sommeil, devant l'école, devant la vie familiale, la vie amicale, devant tout le reste. Ça crée des dommages qui sont évidemment considérables et qu'on ne mesure pas quand on n'est pas professionnel. Vous êtes professionnel, je rappelle, psychiatre et pédopsychiatre à Paris dans le 16e. Vous faites aussi partie du collectif de surexposition aux écrans. Vous êtes une douzaine de membres actifs, on en parlera tout à l'heure, qui vous battez pour que les choses avancent, parce que du côté du gouvernement, on dit qu'on va faire, mais on ne fait pas. Un autre détail très important. Vous me dites que vous avez certains patients, je crois qu'on va entendre le chiffre dans votre bouche, le nombre de notifications qu'ils peuvent avoir sur 24 heures, entre les SMS, WhatsApp et toutes les notifications sur les réseaux sociaux. Donnez-moi ce chiffre qu'on arrive à peine à croire. Oui, moi ce que je vois généralement, on est entre 250 et 1000 notifications par jour. Quels dégâts pour le sommeil? Vous parliez du sommeil et c'est fondamental chez les adolescents plus qu'ailleurs. Alors, c'est souvent la première plainte chez l'adolescent. Un trouble du sommeil, je n'arrive plus à dormir, je dors mal la nuit, je n'arrive plus à me lever le matin, je suis fatiguée. Le sommeil à cet âge-là et à tout âge de la vie est primordial pour mémoriser, pour apprendre, mais aussi pour avoir un bien-être émotionnel, pour être apaisé. Quand on n'a pas suffisamment dormi, on est très nerveux, on est plus anxieux, on est moins concentré. Quand on est dérangé en permanence parce que il y a des notifications du réseau social, du groupe WhatsApp de classe, d'un autre groupe, d'un jeu vidéo en ligne, en pleine nuit, eh bien l'adolescent parfois va même se réveiller sans qu'il y ait de notification pour voir s'il n'a pas manqué quelque chose. Il a en fait cette peur de manquer qui se développe extrêmement fort en se disant « mais tiens, peut-être qu'il y a eu un message que j'ai pas vu, peut-être que il y a une flamme à récupérer ou un trophée. » La flamme, donc, peut-être, je me permets juste, c'est sur Snapchat, c'est ça. Si vous n'envoyez pas une flamme tous les jours à vos amis, alors vous perdez en quelque sorte cette amitié. Exactement. Donc vous êtes obligé d'envoyer une flamme à tous vos potes tous les jours. Ça, c'est une sorte d'addiction via Exactement. Snapchat. Ouais. Exactement. Et alors, là aussi, je vous entends, je me dis, mais attendez,
j'ai des enfants à la maison, ils ont 12-13 ans, c'est pas vrai, le groupe WhatsApp avec les copains de classe, c'est pour parler des cours et basta. Et vous me dites qu'en fait non, c'est-à-dire qu'il y a des envois dans la nuit, matin, midi et soir, au sein du groupe de classe, ça existe. Bien sûr, et il y a aussi beaucoup de harcèlement au sein des groupes de classe. Ça, c'est quelque chose dont on peut aussi parler. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une jeune fille qui était dans un état catastrophique parce qu'elle s'était confiée à son amie par message, et l'amie a pris des captures d'écran et a envoyé ça à toute la classe. Avec quels dégâts dans ces cas-là, si je puis dire, immédiats et ensuite, parce que ça s'arrête sûrement pas les prochaines heures. Alors, à court terme, une jeune fille qui du coup n'avait plus envie de retourner en classe, qui se sentait trahie, qui se sentait mal, qui avait perdu confiance en elle, qui était mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'elle avait écrit dans ce message, qui se retrouvait d'un coup exposée au plus grand nombre, c'est-à-dire son intimité, ce qu'elle avait partagé en toute confiance, se retrouvait exposée au plus grand nombre à cause d'une mauvaise décision prise à un âge où on prend souvent de mauvaises décisions. 9 cas de harcèlement sur 10, aujourd'hui, c'est digital, c'est-à-dire via le téléphone portable. Et il y a de la phobie scolaire qui s'installe. Alors ça, c'est un cliché ou c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'enraciner malheureusement? C'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans nos cabinets. Ça ressemble à quoi, si je puis dire? Quel Eh type bien, d'alerte vous pouvez donner par rapport aux patients qui viennent vous voir? C'est-à-dire, ce sont des âges où les jeunes sont très impulsifs, où ils ne prennent pas forcément de bonnes décisions. Et quand ils ont entre les mains une photo, quelque chose où ils sentent qu'ils pourraient se sentir importants ou attirer l'attention à eux grâce à ça, même d'une mauvaise façon, leur jugement n'est pas forcément bon. Ils n'ont pas de prise de recul et donc ils vont tout de suite agir. Et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On peut diffuser une photo au monde entier à partir de cet outil. Et ce n'est plus du tout pareil qu'à l'époque où les jeunes n'étaient pas équipés d'un accès à Internet permanent, où ils allaient peut-être répéter le secret à une ou deux personnes. Et bon, ça peut prendre de l'ampleur, mais ça peut aussi tout simplement se déliter. Là, il n'y a plus cette possibilité-là. Il n'y a plus vraiment de droit à l'oubli possible. C'est-à-dire à partir du moment où le document se retrouve dans les téléphones de dizaines, puis de centaines de personnes, on ne contrôle plus rien. Et c'est ça qui est préoccupant pour des jeunes qui ne sont pas à des moments de vie où ils prennent de très bonnes décisions. Et ça, c'est ce qu'on rencontre avec beaucoup de jeunes filles qui parfois aussi ont envoyé des photos d'elles à quelqu'un d'autre, ou des garçons aussi qui ont envoyé une photo, qui ont pris une photo, et la photo qui était partagée à une personne ou deux personnes se retrouve diffusée au plus grand nombre, même à des personnes qui ne les connaissent même pas. Et qui peuvent se retrouver aussi sur, oui, effectivement, les réseaux sociaux. Et pour bien comprendre, quand on parle de photos, ça peut être des photos, on est dans des positions un petit peu délicates, ou alors c'est pas bon pour notre image, voire parfois des photos où on montre son intimité. Je dis pas de bêtises, hein, c'est les sextorsions, c'est ça. Alors moi, je croyais que les sextorsions, c'est-à-dire des photos de soi où on filme son intimité, c'était pour les adultes et qu'en gros, c'était entre couples qui se déchirent. Or, j'ai vu les chiffres. Pour les jeunes, c'est fou. Pour ne parler que l'année 2022, il y avait 1400 cas et en 2023, 12 000 cas. Je sais que les autorités disent, mais en fait, ces chiffres ne veulent rien dire, puisque dans les faits, il y en a beaucoup d'autres qui font surface, mais dont on n'a pas connaissance. Parce que, évidemment, c'est une honte que de dire ensuite j'ai été victime de sextorsion. Ça, ces photos volées d'intimité, ou en tout cas qui sont diffusées, ça arrive pour un public de 12, 13, 14 ans, ou alors vraiment c'est une infime minorité, il ne faut pas s'alerter? Non, ça arrive. C'est-à-dire, moi, quand je posais la question de savoir est-ce que tu as déjà envoyé quelque chose, un message ou une photo, que tu as regretté d'avoir partagé ensuite, je dirais qu'une fois sur deux, on me dit quand même oui. Voilà, alors ça, c'était à l'échelle du terrain de ma consultation. Première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit un truc qui m'a terrifié. C'est les selfies que l'on fait quand on a 12 ou 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été d'ailleurs attesté par des études scientifiques américaines et à quel point l'utilisation du téléphone portable ensuite a des répercussions sur les réseaux sociaux? Parce que je crois qu'il faut que tout le monde écoute ce que vous allez nous dire. C'est glaçant. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux ne propose pas le même contenu en fonction de l'âge de l'utilisateur. Donc, si moi, je crée un compte sur les réseaux sociaux, je ne vais pas voir la même chose que si quelqu'un de 12 ans se crée un compte sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de filtres, de photos, de selfies, etc.
Un réseau social comme Instagram, et ça a été prouvé par plusieurs équipes qui ont fait les tests en créant de faux comptes de jeunes filles, etc., ont remarqué qu'en prenant un selfie, à partir du moment où le selfie est pris plusieurs fois et est effacé, l'algorithme... Et ça, on le fait, je vous coupe, parce que quand on a 12-13 ans, on n'aime pas sa photo, on trouve toujours qu'il faudrait faire mieux, alors qu'à 50 ou 60 ans, on s'en fout un peu plus, c'est ça, on n'a pas confiance en soi, donc on reprend plein de fois un selfie jusqu'à avoir une photo qui est à peu près convenable, c'est ça? Exactement, selon les critères du moment, le filtre du moment, enfin qui ne ressemble absolument pas à la réalité. Donc on voit des jeunes filles qui vont se prendre en photo des dizaines de fois, et à partir du moment où elles effacent ces photos, l'algorithme les détecte comme vulnérables, comme personnes n'ayant pas confiance en elles. Et à partir de là, arrive un contenu qui est extrêmement pernicieux, puisqu'il va les pousser à modifier l'image qu'elles ont d'elles. L'algorithme va profiter de cette faille en se disant, mais voilà, on va proposer au début des produits un peu de skincare, de make-up, etc. Puis ça va être suivi par des régimes, de l'activité physique. Et puis, on en arrive en fait très vite à des contenus qui vont prôner l'anorexie, des contenus qui vont prôner même des opérations, des procédures esthétiques. Et donc, ce sont des jeunes filles de 12, 13 ans, 14 ans qui se retrouvent à voir des contenus de ce type et qui vont contribuer à leur dévalorisation. C'est-à-dire, à peu près toutes les jeunes filles disent qu'après être allées sur les réseaux sociaux, elles se sentent moins bien et plus dévalorisées qu'avant. Ça va parfois en quelques heures, dites-moi si je me trompe, ça a été attesté là encore par des spécialistes, en quelques heures et pas en quelques jours, jusqu'à des vidéos expliquant comment se scarifier. Exactement. Alors là, il y a une nouvelle étude qui vient d'être faite. On voit qu'au bout de 40 minutes, sans rien faire, sans appuyer sur aucun bouton, les vidéos sur la scarification et tout ce qui est fait pour se faire du mal, donc aussi même le suicide, arrive assez vite. Alors pour les parents, et pas que d'ailleurs, qui sont complètement paumés sur les réseaux sociaux, il y en a des tonnes. Quand vous avez un adolescent à la maison, et ça peut commencer très tôt, quand je dis adolescent, est-ce que vous pouvez nous dire, on va être obligé un petit peu de caricaturer, mais c'est important qu'on y voit clair, pour chaque réseau social, quel est peut-être le danger le plus immédiat? Parce que vraiment, chaque réseau social travaille justement sur des thématiques bien particulières. Si on commence, vous l'avez évoqué, par Instagram. Instagram, c'est quoi? C'est le nombril? Alors, moi, je crois qu'il y a vraiment 3 réseaux sociaux à aborder, qui sont TikTok, Instagram et Snapchat. Ce sont vraiment les 3. Je pense que TikTok, c'est le plus mauvais pour l'attention. C'est-à-dire, les vidéos sont sur un format extrêmement court. Et ce qui se passe avec ces vidéos-là, c'est qu'on ne supporte plus de regarder quelque chose qui nous intéresse moyennement. Tout ce qui est regardé doit être hyper stimulant, hyper intéressant pour la personne. Autrement, elle se contente simplement de zapper et de passer à la vidéo suivante, et ainsi de suite. Donc comment voulez-vous, quand on passe, puisqu'on voit beaucoup de jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui sont entre 30 et 50 heures sur TikTok par semaine, c'est à peu près ça les chiffres, c'est énorme. Comment voulez-vous, après avoir passé tellement d'heures à voir toutes ces mini-vidéos, etc., se concentrer pendant un cours de maths ou même simplement une conversation avec des amis ou des parents? Ça veut dire, pour être très clair, que c'est ultra... la culture du zapping permanent, parce qu'on change de vidéo toutes les secondes. Il y en a quoi? Les 6 qui sont des vidéos de merde, pardonnez-moi, pour une intéressante. C'est d'ailleurs pensé comme ça chez TikTok. Oui, à peu près 1 sur 8, exactement. Et donc il y a un système de récompense, si je dis pas de bêtises. Oui. Il faut attendre la vidéo de récompense, donc on sait qu'il y a des vidéos qui sont nulles, et on attend celle qui va nous plaire. Ça a des conséquences, oui ou non, quand on est en classe et qu'ensuite on écoute un prof pendant 1 heure. En vrai, il y a beaucoup de vos patients qui disent « j'arrive plus à écouter en classe ». Oui, qui n'arrivent plus à se concentrer. Avec quels dégâts, si je puis dire? Avec des dégâts sur en fait leur réussite académique et même l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, puisqu'ils perdent confiance en eux. Et ça, c'est quand même très problématique quand on est en période d'apprentissage. C'est un moment où c'est important d'avoir confiance en soi et confiance dans sa capacité d'apprendre et de réussir. Et avec un malaise tel, on imagine que quand on vient chez vous ici à 12, 13, 14 ans, c'est pas par plaisir et que ça doit aussi leur coûter de faire cette démarche, mais que c'est essentiel. Oui, mais si vous voulez, quand des jeunes commencent leur journée en regardant pendant 1 heure, dès le réveil,
des vidéos où ils ont vu déjà des centaines de vidéos et qu'ils arrivent pour se poser en classe après sur un rythme qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup moins stimulant, il n'y a pas toutes ces couleurs, etc. Eh bien, c'est compliqué. Et souvent, comme ils ont des manques de sommeil, ils s'endorment. Et ça, c'est ce que disent beaucoup de professeurs que j'ai rencontrés. Vous m'aviez même dit, il y a des profs qui n'arrivent pas à réveiller les élèves, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est-à-dire, je pense qu'on a tous un peu piqué du nez parfois au collège ou au lycée, ça arrive, c'est normal. Mais là, on n'est pas sur un élève qui pique légèrement du nez, on est sur un élève qui dort profondément et qui, à la fin du cours, alors qu'il doit changer de classe, n'est pas réveillable. Où les profs doivent physiquement le secouer, disant « Allez, réveille-toi », tellement l'élève est fatigué. Et ça, moi, tous les profs avec lesquels j'ai discuté me le rapportent. Et je vais être cash. Ce n'est pas rare. Je vais être cash. On parle de ça, on est ici dans des quartiers plutôt favorisés, hein, et on n'est pas dans des endroits où, pour le coup, c'est parfois un peu plus difficile, avec des familles qui sont dans la grande précarité. Ça touche tout le monde. Hein. Arrêtons de penser que c'est uniquement lié à la taille du porte-monnaie des parents. Ça, donc, ce que vous avez dit pour TikTok, l'attention, les troubles de l'attention, si on va sur Instagram, je disais tout à l'heure le nombril, quel est le problème numéro 1, si je puis dire, avec Instagram? On va pas se faire des copains de parler comme ça, mais... Alors, Instagram, je pense que c'est le pire réseau pour, en effet, la valeur propre et la confiance en soi, puisqu'il vient comparer à des modèles totalement irréalistes, de vie, de physique, de plein de choses où le jeune va regarder, il va se dire « Ah mais voilà, moi je n'ai pas ça, je ne suis pas comme ça, je ne fais pas telle activité, je ne fais pas telle sortie. » Et où sa vie, en comparaison à ce qu'il voit, ces modèles assez irréalistes auxquels il vient se confronter alors qu'il n'est même pas construit, sa vie va lui sembler nulle à côté. Alors qu'il était content au départ, qu'il était peut-être heureux de sa famille, de sa maison, de ses amis, etc. Après avoir passé un peu de temps dessus, il va se sentir nul et vont arriver, puisque à partir d'un certain nombre d'heures par semaine sur ces réseaux, il y a vraiment une corrélation avec des syndromes anxio-dépressifs qui est avérée, hein, qui est prouvée par plusieurs études. Il va se retrouver anxieux avec des idées dépressives, des idées noires. Il va trouver que sa vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue, qu'elle n'est pas suffisamment bien. Ça fabrique des dépressions ou ça accélère, si je puis dire, des racines qui étaient là auparavant? J'ai peut-être pas le droit de parler comme ça, mais oui. Les deux. D'accord. Les deux. C'est-à-dire, évidemment, un jeune qui ne va déjà pas bien, qui va passer beaucoup de temps sur ces réseaux, va être d'autant plus isolé, puisque ces réseaux sociaux, paradoxalement, isolent plus qu'ils ne mettent en relation. Donc, il va se retrouver de plus en plus isolé. Et là, évidemment, l'isolement n'aide pas quand on est en situation de dépression, et l'enfant ou l'adolescent va s'enfoncer dans cette symptomatologie, en plus parfois en rencontrant d'autres personnes ou des influenceurs qui vont amplifier cette symptomatologie. Et ça, on l'a vu aux États-Unis avec maintenant les chatbots qui existent. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Qui disent ne parle pas à tes parents, je suis le seul à pouvoir te comprendre. C'est des robots conversationnels. Hein. Pour résumer, je parle vraiment comme un vieux, mais oui, c'est ça. Non, ce sont en fait des IA qui revêtent la forme d'un ami virtuel. Enfin, là, je mets des guillemets puisque c'est un robot, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui est incarné ou qui existe. Mais c'est très vicieux d'une certaine façon, parce qu'on a habitué aussi les gens à se parler uniquement via smartphone plutôt qu'en se regardant, en se voyant, en se retrouvant. Donc, ils ont l'habitude de parler comme ça à de vraies personnes. C'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Ensuite, ils ont été un peu isolés avec les réseaux sociaux, puisqu'ils passent des heures chez eux, derrière leur écran. On voit qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, les jeunes les interactions incarnées ont diminué de 50%. Avec des conséquences sur le langage, notamment pour les plus jeunes. C'est ça, quand un champ lexical qui se réduit drastiquement. Oui. Donc, évidemment, on imagine à peine les conséquences que ça peut avoir. On précise, ce podcast s'appelle Inspirant, parce qu'il y a des bonnes solutions, il y a des conseils que vous allez nous donner après. Exactement. Pour qu'on limite la casse quand même, parce qu'il ne faut pas penser que tout est noir. Et on peut agir tous à notre niveau. Mais donc là, c'était effectivement pour Instagram. On termine notre tour de table, si je puis dire. Snapchat. Le problème de Snapchat, c'est quoi alors Snapchat, je pense que c'est le pire. C'est le plus dangereux parce que c'est là que les jeunes vont être contactés. Alors déjà, les jeunes
parlent beaucoup entre eux sur Snapchat, font des appels de groupe sur Snapchat, des appels vidéo, mais ils peuvent être contactés par n'importe qui. C'est comme une sorte de boutique avec toutes les fenêtres ouvertes, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est-à-dire, ils vont pouvoir acheter des puffs, par exemple, sur Snapchat. Certaines jeunes filles vont se prostituer sur Snapchat. Et vous dites pas ça pour faire peur, hein. S'il y a des Non, cas c'est le attestés, cas, et de plus en plus, Et je vous malheureusement. dis, ouais. même ici, on est à l'ouest de Paris, dans le quartier, malheureusement, voilà, moi, j'ai été confrontée à plusieurs cas de ce genre sur Snapchat. On peut Peut-être, acheter parce que une voiture volée sur Snapchat. C'est des faits tellement graves, et je vous demanderai évidemment pas de rentrer dans les détails qui ne doivent rester que dans ce cabinet, Oui. mais pour bien comprendre sur la marchandisation et sur ce qui peut parfois représenter de la prostitution. Hein. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, vous avez des patients jeunes, des adolescents ou des adolescentes qui ont été contactés pour ça via Snapchat. Oui, ou qui se sont même vendus via Snapchat. Concrètement, ça veut dire envoyer des photos de soi nues, ou c'est aller jusqu'à l'acte non, physique? c'est aller jusqu'à l'acte physique. Oui. Vous faites quoi dans ces cas-là, vous, en tant que pédopsychiatre? Eh bien, il y a l'accompagnement du jeune et l'accompagnement de la famille, parce que c'est un jeune qui a l'avenir devant lui, donc il faut absolument essayer de récupérer les choses. Et puis, il y a aussi tout l'aspect légal qui, malheureusement, ne suit pas facilement. Ça, c'est pour les 3 principaux réseaux sociaux. Il y a, si on regarde justement cette forêt qui est en perpétuel mouvement, on a du mal à suivre parfois, justement, quels sont tous ces réseaux sociaux et comment on peut faire pour s'en sortir. Il y a donc la sphère familiale et il y a l'école. On va revenir sur les parents et ce qu'ils pourraient faire. Mais à l'école, moi, je voulais vous soumettre un cas. Une directrice de collège dans le 13e arrondissement qui me disait, nous étions en reportage dans son établissement, elle me disait « J'ai des parents qui n'arrivent tellement pas à s'imposer par rapport au téléphone portable qui viennent me voir pour dire « Est-ce que vous pouvez faire en sorte que mon enfant de 12 ou 13 ans n'ait plus de portable pendant une semaine ? Confisquer son portable, moi j'y arrive pas, vous, madame la directrice, vous allez peut-être pouvoir le faire. » Qu'est-ce que ça traduit en fait sur cette dichotomie, parce qu'en fait c'est ça, les parents ils sont déchirés, ils n'ont pas envie que leurs enfants soient des losers dans la classe parce que c'est les seuls à pas avoir de smartphone et de réseaux sociaux, et en même temps le parent il a envie de protéger son enfant. Ça, c'est des cas de figure que vous voyez tout le temps, et qu'est-ce que vous répondez à ces parents qui sont déchirés? Alors, des directeurs dans cette situation, il y en a beaucoup, moi, j'en ai rencontré beaucoup, qui en fait, pour rendre un service aux parents, confisquent le téléphone. Là, je connais un directeur qui a confisqué le téléphone de l'enfant pendant tout l'été. Ça s'est très bien passé. Et le fait que ça vienne du directeur permet aussi d'introduire une forme de loi dans la relation aussi, en disant mais voilà, c'est l'école qui a dit ça, je suis bien obligée de le faire, autrement je vais peut-être perdre ma place à l'école, je vais peut-être avoir des conséquences sérieuses. Pourquoi les parents n'arrivent plus forcément à enlever un smartphone? Parce que je crois qu'on a besoin aussi de soutenir les parents aujourd'hui. Il y a peut-être, mais c'est peut-être un autre sujet, un manque d'accueil de l'enfant dans la société. On a du mal de plus en plus à accepter qu'un enfant peut-être court un peu ou fasse un peu de bruit, soit turbulent. Et c'est vrai que le smartphone a été un objet qui permettait, quand on est dans une salle d'attente, quand on est dans un train, quand on est dans la queue de la boulangerie, de dire, mais voilà, mais effectivement, on le met dessus, hop, il ne bouge plus. Il est tellement happé et absorbé, il ne bouge plus, il est pris dedans. Mais ce n'est pas forcément une bonne solution non plus, puisque dès que ça s'arrête, en fait, on voit que le seuil d'excitation chez l'enfant est plus haut qu'avant. Et donc, il va peut-être être en réalité plus agité ou plus nerveux. Souvent, on le voyait un peu même avec les jeux vidéo, sans qu'il y ait besoin de les transporter avec soi, même à la maison. On voyait que des jeunes qui étaient addicts aux jeux vidéo, au moment où le jeu vidéo s'arrêtait, pouvaient être très agressifs ou pouvaient lancer des choses, casser des objets, essayer de frapper leurs parents, etc. Et là, c'est quelque chose moi, que j'entends tous les jours, des parents qui essayent simplement de prendre le téléphone le soir pour que l'enfant ne l'ait pas dans sa chambre, pour qu'il ait un sommeil de bonne qualité. Et l'enfant ne supporte pas cette frustration c'est comme si on lui arrachait un membre presque. Et beaucoup de parents disent « mais il est greffé à son truc ». C'est vraiment un mot qui revient beaucoup, comme si c'était une extension du corps. Et donc, à partir de là, l'enfant va devenir extrêmement violent.
Hein, et il faut faire attention en faisant ça de ne pas être forcément, vous voyez, dans la cuisine où il peut y avoir un couteau à proximité, etc. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui perdent complètement le contrôle d'eux-mêmes dans ces moments-là. Et ça peut être dangereux. Donc dans ces cas-là, ce qu'on recommande aux parents, c'est d'appeler les pompiers ou le SAMU s'ils sont dépassés. Sans en arriver à ces cas qui sont extrêmes et qui font froid dans le dos, évidemment, il y a les attitudes du quotidien. Alors, Oui. on fait quoi, en fait, en famille et Dieu sait que les parents donnent pas toujours le bon exemple. Est-ce que vous avez quelques conseils à la maison pour essayer de diminuer ce poison qu'on appelle un smartphone? Alors j'ai plein de conseils. D'abord, je crois que ce qui permet de devenir le moins dépendant possible, c'est qu'il y a aussi une distanciation physique de l'objet. L'idée, c'est de ne pas l'avoir tout le temps sur soi. En particulier quand on est à la maison, une solution peut être que le téléphone soit déposé à un endroit pour toute la famille, ou précisément, ou reste à un endroit. Voilà, ça, je crois que ça peut être intéressant. Ça peut aussi être intéressant de mettre un téléphone fixe chez soi. Si on laisse ses enfants parfois seuls à la maison, ou s'ils ont besoin de nous joindre, ou si justement on a envie de décrocher son téléphone, mais qu'on a quand même envie d'être joignable, on peut quand même être contacté. Alors, Sans ça va avoir devenir bientôt besoin un truc impossible parce qu'on ne saura plus comment faire des lignes fixes, mais ouais, ça c'est quand même d'avoir encore quelque chose qui est possible des aujourd'hui. notifications en permanence. Alors moi, je vois maintenant beaucoup de parents de collégiens ou de grands primaires qui mettent une ligne fixe justement pour ne pas avoir à acheter de téléphone. Là où ils auraient acheté un téléphone avant, ils disent bon bah voilà, après tout, il rentre à la maison ou je le laisse un petit peu, eh bien je peux l'appeler là-dessus, au moins il peut aussi même appeler ses amis s'il en a envie, on est à peu près tranquille. Après, je crois que ce qui est indispensable aussi, c'est pas de téléphone la nuit dans la chambre à coucher. Hein, voilà. Donc, quoi, on met un petit panier quelque part dans une maison et on se dit allez hop, tous les portables à l'intérieur, on n'y touche pas toute la nuit. Voilà, dans l'entrée, dans la cuisine, un endroit où ils peuvent charger, par exemple. Donc il y tous a une notion ensemble, de éteints. géographie, il faut faire attention. Ouais. Oui. Mais voilà, mais surtout pas la nuit et chez les adolescents, pas dans la chambre. Si vous voulez, ce qui est catastrophique, c'est d'être effectivement sur son lit toute la journée, tout le week-end, en train de scroller sur les réseaux sociaux. Hein, ça, c'est catastrophique. En revanche, un jeune qui va voir des amis qui échangent quelques textos, qui téléphonent, etc., qui, le soir, range son téléphone, dîne en famille, qui va regarder un film, qui va même écouter de la musique. Ça, il n'y a aucun problème. La difficulté, c'est qui est capable de faire ça aujourd'hui. En fait, il y a des jeunes qui n'ont aucune difficulté d'addiction, qui vivent très bien, et ça, c'est vrai que c'est même pas un sujet. Moi, c'est vrai que comme je pose toujours la question, je vois aussi qu'il y a ces jeunes-là, où les parents disent d'ailleurs, ah oui, son téléphone, on lui a acheté, mais il l'oublie en permanence à la maison, il ne s'en sert pas. Voilà, il est injoignable, il vit sa vie, il voit ses amis, il fait du sport. Voilà, donc ça, c'est vrai que la question ne se pose même pas. Malheureusement, pour la plupart des enfants, on ne peut pas faire comme si c'était des adultes. Le cerveau adolescent a comme zone hyperactive le plaisir, la recherche de sensations, la prise de risque. Donc à partir de là, si son plaisir immédiat, c'est de voir des vidéos, eh bien, c'est ce qu'il va vouloir faire. Après, interdire simplement sans proposer autre chose, c'est compliqué aussi. Donc, ce qui est extrêmement important dans les solutions, c'est de pouvoir proposer autre chose. C'est de pouvoir dire, bah, allez, on va sortir, on va faire une activité, on va passer un moment ensemble, on va discuter, et on va réinvestir le réel et la relation. Et généralement, quand ça se fait, en fait, les enfants et les adolescents sont très heureux et très demandeurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Beaucoup sont en fait aussi devant leur écran par mimétisme, parce que les parents peuvent aussi parfois passer toute leur journée sur leur iPad à lire des choses ou travailler ou regarder les réseaux. Et c'est vrai que l'impression de se détendre en faisant tout ça, qu'on y ait passé un quart d'heure ou 2 heures, c'est la même. C'est-à-dire, il y a un peu comme une perception du temps qui est erronée, une distorsion en quelque sorte du temps, où la perception n'est plus conforme à la réalité. Et on peut se dire, mais voilà, je vais regarder ça 20 minutes, et en fait 2 heures sont passées. Et ça, c'est ce qui frappe beaucoup d'adolescents,
notamment quand on regarde les temps d'écran, qui me disent « mais je ne pensais jamais passer 50 heures par semaine ». Pour comprendre les patients et les patientes très jeunes qui viennent vous Oui. voir, d'ailleurs le premier âge, c'est quoi parmi les patients qui ouvrent la porte ici? C'est 1 an. 1 an? Ouais. Je peux donner juste un chiffre et vous allez nous expliquer après. Les enfants de 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'est 56 minutes d'écran par jour aujourd'hui en France. Vous avez un enfant d'1 an qui vient ici pour une consultation, évidemment avec ses parents à côté. Qu'est-ce que vous voyez comme dommage chez cet enfant et jusqu'à quel point ça peut être irrémédiable ou pas? Alors souvent chez les tout petits, ce qui amène à la consultation, c'est un retard dans le développement. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas en être au niveau de langage souhaité, ne va pas en être au niveau de développement global souhaité en termes de motricité fine, en termes de contact visuel, ne va pas répondre à son prénom. Donc c'est vrai que l'idée, c'est aussi d'évaluer les troubles du spectre autistique à cet âge-là. Après, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des enfants qui ont un trouble du spectre autistique. Généralement, les parents ne viennent pas forcément en parlant d'écran. Mais chez beaucoup de ces enfants qui arrivent avec cette symptomatologie, cette demande, face à un retard de développement, la question des écrans se pose vraiment, puisque les écrans ont un impact sur le développement du tout petit. C'est-à-dire quand le langage n'est pas en place. On considère globalement que le langage est en place à 3 ans. À 3 ans, c'est installé, on arrive à communiquer, à échanger, c'est-à-dire l'enfant comprend ce qui lui est dit et on comprend ce que l'enfant nous dit. Avant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a évidemment des enfants qui parlent plus tôt, d'autres qui vont parler un petit peu plus tard. Mais c'est l'âge moyen qu'on va prendre en compte. Des enfants qui arrivent, qui ont 1 an, 2 ans, qui en fait ne peuvent pas s'asseoir, sont extrêmement agités, courent d'un bout à l'autre de la pièce, ne regardent pas dans les yeux. Souvent, on voit aussi, moi je le constate avec les parents, ils vont aller dans le sac à main de la maman ou dans la poche du papa. Et ils vont aller tout de suite chercher l'écran. À 1 an, et l'un des premiers gestes qu'ils savent faire, c'est scroller. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et on voit qu'ils sont très excités. Et dès qu'ils ont cet écran, il y a quelque chose où ils se posent, ils se calment. Et ce sont quand même des enfants auxquels on propose évidemment, vous voyez, moi j'ai plein de jouets dans mon bureau, des dessins, enfin il y a beaucoup de choses à faire, des petites choses à manipuler, des petits livres, et ils n'investissent absolument rien. Rien. Donc c'est vrai que ça fait maintenant partie des choses qu'on doit rechercher face à un retard de développement chez le tout petit, c'est une surexposition aux écrans. Et on voit des familles qui, par exemple, ont la télé en continu chez eux, en fond sonore, ça c'est très mauvais pour l'enfant. On voit des enfants qui sont seuls sur un téléphone ou un iPad, en train de vadrouiller dans un appartement, c'est très mauvais pour l'enfant. Après, un enfant de 2 ans qui fait une visio avec la grand-mère de temps en temps, il n'y a pas de problème. Puisqu'il est accompagné, il est avec son père ou sa mère ou quelqu'un d'autre, la grand-mère appelle ou le grand-père, une petite visio, ça dure 2 minutes, c'est terminé, c'est une façon de garder le lien. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas, attention, l'enfant ne peut même pas approcher un téléphone, c'est dangereux. Non, il y a un contexte qui est extrêmement nocif, et puis il y a le côté outil où on peut garder le lien, qui est même plutôt sympathique. Et plutôt avec des personnes vraies. Alors, avec des personnes vraies, j'ai évidemment. vu les chiffres, 10 écrans en moyenne, voilà ce qu'on compte dans le domicile des Français. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas que le smartphone qui peut être problématique, c'est certain. Juste pour tous ceux qui sont paumés, c'est-à-dire, allez, on va dire quoi, 100% de ceux qui nous écoutent, par rapport aux écrans, avant 3 ans, vous disiez, c'est à 3 ans que les fondamentaux du langage commencent à arriver. Oui. Donc vous dites quoi, avant 3 ans, basta, pas un seul écran. Sauf le visio pour les grands-parents, ça on a retenu. Mais ouais, grosso modo, il faudrait s'astreindre à ce qu'il n'y ait aucun écran pour les enfants de moins de 3 ans. Après, si les parents, je ne sais pas, sont quelque part où il y a un petit dessin animé qui est diffusé sur une télévision ou quelque chose et qu'il y a plein d'enfants qui sont autour, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus... Donc disons objectif absolu. Mais voilà, objectif absolu, 0, effectivement, avec des mini-exceptions. Voilà, mais généralement, un enfant de moins d'1 an, ça ne l'intéresse absolument pas.
Et quand on est adolescent, alors là encore, je n'ai pas envie que vous endossiez le rôle de la mère la morale, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'idée de ne pas avoir de smartphone, avant 15 ans, on peut avoir le vieux Nokia, mais pas de smartphone avant 15 ans et pas de réseaux sociaux avant 16 ans, c'est ce que beaucoup de spécialistes disent aujourd'hui. C'est aussi votre vision, et pourquoi ? Oui, c'est aussi ma vision. Pas de smartphone avant 15 ans parce que c'est un outil extrêmement puissant qui est connecté à Internet. C'est-à-dire quand on est connecté à Internet, le monde entier a accès à nous et on a accès au monde entier. Et ça, on n'est pas prêt à ces âges-là pour ça. C'est trop. C'est trop dangereux. C'est comme si... Alors, il y a une vidéo qui a été faite par la télévision suisse, que vous avez peut-être vu, que je vous enverrai, qui est très amusante, où on voit en fait une maison avec un enfant et on voit la porte d'entrée s'ouvrir avec tout un tas de personnages odieux qui entrent les uns après les autres, allant du pédophile, suivi par le terroriste, le harceleur. Enfin, c'est un défilé de tout ce qu'il y a de pire qui entre chez soi, et puis on voit comme ça le parent qui les accueille en disant « Mais oui, la chambre du petit machin est là-haut, montez, je vous en prie. » En fait, c'est exactement ce qu'on fait avec le smartphone, c'est-à-dire on ouvre sa porte à beaucoup de contenus et beaucoup de personnes qui peuvent être extrêmement néfastes. Et ça, c'est dangereux. Et en fait, ces smartphones sont des bloqueurs d'expérience. Ce dont on a besoin, et le collège est un lieu hyper propice pour ça, on a besoin de lever les yeux, de se dire « Mais tiens, j'aimerais bien parler à machin, comment je vais faire ?» Alors qu'aujourd'hui, la technique, c'est d'essayer de trouver le compte Instagram et de connecter la personne. Et au final, il ne se passe rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interaction humaine. Et on voit même d'un point de vue du cerveau, avoir un fou rire avec quelqu'un, il ne se passe pas du tout la même chose que cliquer en mettant un emoji mort de rire. Ce n'est pas du tout la même chose en termes d'expérience humaine et de bonheur qu'on va en retirer et d'équilibre qu'on va avoir après. Vous allez dans des collèges, dans des lycées. Vous pouvez nous décrire quelques cours de récré que vous avez vus à Paris et ailleurs? Alors, cette année, ça va beaucoup mieux. Ah oui, Donc, ouais. Parce que cette les année, règles commencent à être appliquées dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous avez vu de pire? Racontez-nous le pire. Alors, je vais vous dire ce que j'ai vu de mieux. Et ensuite, je vous dirai ce que j'ai vu de Vous avez raison, bien. ça s'appelle inspirant, donc allons-y. Ce que j'ai vu de mieux, j'ai vu plusieurs directeurs de collège qui ont interdit le smartphone objet dans leurs écoles. Donc, le smartphone n'est même pas autorisé, éteint au fond du sac. Il est interdit. Dans quel but? C'est-à-dire que, un peu comme on éradique une maladie contagieuse, les nouveaux élèves qui arrivent en 6e, connaissant la règle, les parents connaissant la règle et se disant de toute façon, il ne va pas pouvoir l'avoir pour son trajet, n'en achètent plus. Et ce que j'ai vu en passant devant ces écoles le matin, c'est effectivement des collégiens que je voyais il y a encore 1 an, tous rivés, les yeux dans leur écran, marchant. En plus, ils ont tous des problèmes de cervicales maintenant, pliés en deux, fonçant dans les voitures, extrêmement dangereux, en traversant les rues, fonçant dans les passants. On les a tous vus, je pense. Et là, vous me dites que vous les voyez maintenant en train de se parler, c'est ça? Devant ces établissements-là, je les vois lever les yeux, repérer les copains qui arrivent en même temps, courir vers les copains, en bande, parlant, rigolant, etc. Et ce qui est rapporté par ces écoles, c'est qu'au contraire, ceux qui n'avaient pas de smartphone, sont très contents parce que du coup, comme plus personne n'en a, ce n'est plus vraiment un sujet de conversation. Oui, et les parents sont plus tiraillés puisque ça a été décidé. Les parents sont enthousiastes puisque c'est la règle de l'école, donc c'est beaucoup plus facile de dire c'est la règle de l'école, tu ne peux pas l'avoir sur le trajet, tu ne peux pas l'avoir à l'école, donc j'en achète pas. C'est beaucoup plus facile. Et on voit des jeunes qui en fait lèvent les yeux, regardent leur environnement et sont les uns avec les autres dans des interactions humaines. Et ne sont pas déjà happés par des vidéos avant d'aller en cours où ils sont censés se concentrer. Et quand on parle des vidéos, c'est rarement pour voir un petit chat en train de boire du lait. Soyons honnêtes, c'est aussi des vidéos très violentes. Oui. On ne va pas rappeler l'âge auquel on regarde des vidéos porno maintenant. C'est, allez, si je vais le dire, 11-12 ans en moyenne, ce qui est quand même catastrophique. Voilà, 50% à 12 ans. C'est l'âge d'exposition en France. Et le problème de ces vidéos et de ces contenus choquants et violents, c'est que quand on a 12 ans, on a un imaginaire qui n'est pas construit. Il est en pleine construction. Et en fait, on va venir avec ces images influencer un imaginaire
qui n'est pas construit. Et donc, on va venir le teinter, l'influencer, l'abîmer, En avant gros, même qu'il ne soit construit. Les images de violence que j'ai vues, je vais vouloir faire les mêmes parce que je pense que c'est la norme. Pour résumer, c'est ça? Exactement. Et beaucoup d'enfants disent après être hantés par ces images, parce que c'est vraiment effractant Mm. pour leur psychisme. Mm. Ça vient comme ça entrer dans leur intimité, alors qu'ils n'avaient rien demandé, qu'ils n'en étaient pas du tout là dans leur développement. Et moi, je vois plein de petits jeunes qui me disent, mais voilà, donc qui ont été exposés à la pornographie, souvent via le smartphone, soit le leur, soit quand ils n'en ont pas, celui d'amis qui leur ont montré des images, qui viennent me dire, je ne pense plus qu'à ça, quand je suis en classe, le soir. C'est très effractant. Moi, j'ai regardé les chiffres, d'ailleurs, je crois que c'est 10% des moins de 18 ans, donc ça veut dire 12, 13, 14, 15, 16, 17, qui, tous les jours, c'est-à-dire quotidiennement, voient des images qui sont réservées aux adultes. Donc, on imagine le type d'image. Vous parliez de ce que vous avez vu de mieux dans les cours de récré. Qu'est-ce que vous avez vu de pire? Ce que j'ai vu de pire, c'est il y a quelques années, où effectivement, on voyait des bandes de jeunes assis, un peu comme dans une salle d'attente, en rang, tous rivés comme ça, comme ça, hop, sans se parler, sans rien du tout, un silence absolu, ce qui est assez perturbant quand on se dit qu'on est avec des jeunes collégiens ou lycéens, et pareil, des interclasses avec des jeunes qui en fait ne se lèvent même pas de leur chaise pour aller voir le copain qui est assis plus loin ou dans l'autre classe, voir la copine, mais qui sont cloués, assis, perdus, happés par cet objet Bon, qui est extrêmement addictif. la bonne nouvelle, c'est que les choses évoluent. Ça, vous nous le dites, et vous allez, j'insiste, sur le terrain, et vous faites partie du collectif Surexposition Écran. Justement, vous avez été invité à l'Élysée il n'y a pas longtemps. Et c'est pas la première fois que le gouvernement dit on va faire des choses, on va faire. Je comprends que ce soit dur, hein, mais vous dénoncez le fait que ça n'avance pas. Vous signez des tribunes, vous interpellez ceux qui font les lois aujourd'hui en France. Votre constat, c'est quoi? C'est que c'est criminel de rien faire ou c'est très compliqué de faire quelque chose? Quel est votre point de vue? Alors, mon point de vue de terrain à nouveau, en ayant été dans pas mal de collèges et en ayant même posé des questions à main levée, donc généralement devant des assemblées de 200, 300 parents à chaque fois, quand je demande qui souhaiterait que les réseaux sociaux soient interdits au moins de 15 ans, voire 16 ans, j'ai un 100% de main levée, quand même. Donc ça, il y a un vrai changement de mentalité. Donc on arrête Et ça- ce cliché consistant à dire parce que je suis parent, mais non, il faut qu'ils soient avec leur époque, et bien sûr les réseaux sociaux c'est super. Ça vous le voyez pas sur le terrain, ces parents qui disent ça. Non, je ne le vois pas. Je le vois un peu sur des plus grands qui n'ont pas pris la mesure, qui découvrent un petit peu les choses au fil de l'intervention. Mais chez les plus jeunes, donc les parents plutôt maintenant des nouveaux collégiens, 6e, 5e, il y a une vraie prise de conscience et souvent il y a aussi l'expérience d'enfants aînés où ils voient ce qui se passe, ce qui s'est passé et l'impression de perdre leur enfant. Beaucoup de parents se confient sur ce sujet-là en se disant « mais je n'ai plus de complicité, il est tout le temps sur son truc, on se parle plus. À table, alors qu'on parle, si le truc fait ding ou vibre, hop, il se lève, il y va. Et c'est une vraie perte aussi de la cohésion familiale, du lien familial. Donc ça, c'est embêtant. Après, à l'Élysée ont été invités beaucoup d'acteurs autour du sujet. Donc bon, c'est une démarche qui est intéressante. On verra bien ce qui s'en suivra. Il n'y a pas eu de plan encore. J'ai sorti ce petit appareil. Vous Oui. allez appuyer dessus. À chaque fois que je vais dire des lieux communs et des clichés qui sont faux, les écrans, alors c'est évidemment très mauvais pour le cerveau, je crois qu'on a tout compris de ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure. En revanche, pour le corps, ça va, ça n'a pas d'incidence. Alors, première idée reçue, effectivement, on a un vrai impact sur le corps de par la sédentarité dont on discutait tout à l'heure. Hein, le fait d'être cloué à sa chaise, on a beaucoup de prise de poids, de surpoids, voire d'obésité chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Ensuite, on a un vrai impact au niveau des yeux, c'est-à-dire il y a une augmentation de 50% des troubles de la vision chez les enfants. Principalement la Aujourd'hui. myopie, hein, c'est Exactement. ça. Ouais. Parce qu'on regarde trop de près, donc du coup de loin, on n'y arrive plus. Et ouais. Alors, on n'est plus assez dehors. Et en fait, ce qui est important quand on est dehors, c'est effectivement
d'ajuster, d'adapter, de regarder loin, puis près, etc. Là, le fait d'être tout le temps rivé sur quelque chose, il y a effectivement énormément de myopie. Ensuite, les troubles du sommeil qui sont extrêmement présents aujourd'hui, à tous âges confondus, avec en effet cette habitude, dans l'heure qui précède le coucher, d'être en fait en train de scroller alors qu'on est fatigué et qu'on devrait dormir. Et donc, ces troubles du sommeil sont extrêmement néfastes pour le développement chez les enfants, les adolescents. Ils sont aussi néfastes chez l'adulte pour le moral, l'humeur, la productivité, la mémoire, la nervosité. Les enfants de patrons de la tech, les grands patrons comme Amazon, Facebook ou d'autres, ne donnent pas d'écran à leurs enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, c'est majoritairement vrai, c'est-à-dire que c'est évité au maximum. Après, je pense que comme tout le monde, ils ont forcément accès par un moyen ou un autre. Et c'est là où je vais compléter, parce qu'on en a Mais parlé. il y a une volonté, en tout cas, de diminuer au maximum. Effectivement, j'ai regardé des exemples concrets. Oui. Le designer en chef d'Apple, par exemple, la légende consiste à dire que tous les enfants des patrons de la tech, ils n'ont pas un écran dans les mains. En fait, c'est pas vrai. Même eux, ils n'y arrivent pas. Il y a plusieurs enquêtes poussées, journalistiques, qui ont été faites aux États-Unis. Et donc, le designer en chef d'Apple, il dit, moi, mes enfants, oui, ils regardent aussi les écrans, mais je surveille, mais je fais attention au temps. Donc voilà, on voit que même eux se battent, mais ils ont peut-être plus d'armes que d'autres pour savoir à quel point c'est quand même pas bénéfique. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est qu'un enfant, en tout cas un enfant, ne devrait pas être seul devant un écran. Ça, c'est important. Donc, pas dans la chambre, pas la nuit, pas à table, pas tout seul. Ça, c'est Sabine Duflo du CAUSE, donc du collectif sur exposition écran, qui a développé une affiche qui est très bien d'ailleurs et que je recommande, que beaucoup peuvent afficher dans leurs établissements ou même consulter en tant que parents, qui est pleine de bons conseils. Et c'est ce qui a été repris aussi par les pouvoirs publics dans les recommandations. Mais pas seul, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un enfant ne devrait pas être justement un peu sur un iPad tout seul dans sa chambre en train de regarder je ne sais quoi. Ça, c'est ce qu'on peut faire de pire. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est se dire, mais par exemple, le vendredi soir ou le samedi soir ou le dimanche soir, on va regarder un film en famille, on s'assoit plutôt sur un écran fixe, ça peut être une télévision, un projecteur, peu importe, et on va regarder, choisir quelque chose de qualité, avec une vraie histoire, parce que les films, les dessins animés, ce sont aussi de très belles façons de raconter des histoires. Et ça, c'est intéressant. Tout n'est pas du tout mauvais. Voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un de technophobe, mais à tout âge convient quelque chose. Sauf que, dites-moi si je me trompe, il y a des chercheurs aujourd'hui qui ont fait des études neurologiques et certains adolescents, parce que c'est la culture TikTok où on change de vidéo toutes les secondes, certains adolescents n'arrivent plus à regarder un film avec un début, un milieu, une fin parce que c'est trop chiant, ils comprennent pas, ils s'emmerdent et ils voient pas l'intérêt. Ça, vous qui êtes pédopsychiatre, à quel point ça vous inquiète ? Parce qu'on est quand même dans... C'est plus qu'un trouble de l'attention, là. Oui, mais c'est effectivement cette incapacité à se concentrer longtemps. C'est pour pas ça que le cas de tous, bien sûr, mais ouais. Pour les petits, vous voyez, les 3-6 ans, qui sont un âge qui font toujours débat. Donc là, actuellement, on est plutôt en train de dire 0 écran avant 6 ans. Bon, moi, c'est pas un avis que je partage complètement. Je trouve qu'avant 6 ans, on peut regarder un écran, mais dans un cadre extrêmement clair. C'est-à-dire, ce n'est pas de jeux vidéo, ce n'est pas d'iPad, ce n'est pas de téléphone. Mais un enfant de 4 ans qui regarde un dessin animé par semaine, vous voyez par exemple un vieux Walt Disney ou quelque chose, il n'y a aucun problème, surtout s'il est accompagné. Et j'insiste sur un écran fixe. Ça, c'est très important. Mais voilà, en effet, un enfant de 4 ans qui va faire 2 heures de tablette par jour, c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Et je conseille à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent avec le collectif sur Exposition Écran, vous avez effectivement écrit beaucoup de tribunes et vous avez contribué au débat autour de ce qu'il faut faire ou pas faire et des dangers que représentent les écrans, sans tomber dans le catastrophisme. Il faut vraiment vous lire pour plonger dans ce dossier qui est si compliqué. Merci 1000 fois de nous avoir éclairés avec cette boîte à outils qui est inspirante parce que comme ça, on est un petit peu moins perdu.
en se rappelant qu'on est un petit peu tous dans le même saladier. Alors la transition elle est quand même compliquée, puisque moi je vais vous demander à tous qui écoutez ce podcast, parce qu'il est inspirant, parce qu'il nous permet d'y voir un petit peu plus clair, et parce que aussi ces personnes inspirantes qui s'expriment dans chaque épisode eh bien, nous permettent d'aller un petit peu mieux. Ça fait moins de nuages gris au-dessus de la tête, donc vous pouvez liker, vous pouvez reposter ce podcast. Non, les écrans, c'est pas toujours catastrophique quand c'est pour apprendre des choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube de TF1 Info et aussi, bien sûr, sur TF1+. Ce podcast, vous l'écoutez, vous le regardez sur toutes les plateformes. Et nous, on se dit à très vite, par écran interposé, mais promis, c'est pour des bonnes choses. On se dit à très vite.